Bonjour à tous, bienvenue dans cette journée rencontre santé-travail organisée par Présence Bretagne. Nous allons laisser quelques secondes le temps que tout le monde se connecte à ce webinaire qui est enregistré. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, comme je le disais, ce webinaire est organisé dans le cadre des journées rencontres santé-travail par Présence Bretagne. Présence Bretagne est une association régionale qui regroupe 9 services de santé au travail interentreprises, dont le service santé-prévention BTP 35, qui est un des 2 services de santé au travail bretons spécifiques dans le BTP. Donc, nous sommes basés sur l'Ille-et-Vilaine et plus précisément sur Rennes. Présence Bretagne regroupe 70 000 entreprises adhérentes et l'on suit plus de 740 000 salariés dans nos services de santé au travail. Nous sommes 840 professionnels pour vous accompagner et vous conseiller dans la prévention et la santé au travail. Aujourd'hui, une journée spécifique dédiée aux rencontres santé-travail est organisée partout en France, dans tous les services de santé au travail interprofessionnels. C'est l'occasion de vous présenter la prévention en action sur l'ensemble des actions menées au quotidien par les professionnels de santé au travail que nous sommes. Nous allons pouvoir commencer à aborder dorénavant le webinaire qui nous concerne, l'exposition à la poussière de silice cristalline et plus particulièrement pour les professionnels du BTP. Ce webinaire sera co-animé par moi-même, Madame Lebert, IPRP, intervenante en prévention des risques professionnels, et Madame Deniol, infirmière en santé au travail. Alors, comment gérer ce risque lié à l'exposition de la poussière de silice cristalline alvéolaire dans le BTP? Nous avons plusieurs objectifs sur ce webinaire. Premièrement, de clarifier le contexte réglementaire, puis de repérer les situations de travail concernées. Ensuite, Madame Deniol vous expliquera comment on peut appréhender les effets sur la santé. Nous verrons comment prévenir ce risque professionnel et enfin, comment s'informer sur le suivi médical des salariés. En France, selon les sources de l'ANSES, on estime à 365 000 travailleurs exposés par inhalation aux poussières de silice cristalline. Et parmi ces travailleurs, il y a à peu près 10% de travailleurs qui seraient exposés à des niveaux d'exposition supérieurs à la valeur limite d'exposition professionnelle de 0,1 mg par mètre cube. Alors, commençons par voir le contexte réglementaire. En 1997, le CIRC, une agence de l'OMS, a classé cancérogène la silice cristalline alvéolaire. En 2017, une directive européenne a classé cancérogène avéré pour l'homme tous les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issus de procédés de travail. Cette directive européenne a été transposée en droit français par l'arrêté du 26 octobre 2020 et avec une application au 1er janvier 2021. Depuis cette date, les dispositions s'appliquant aux agents CMR s'appliquent pour tous les travaux exposant aux poussières de silice cristalline alvéolaire. Voyons maintenant ce que c'est que la silice cristalline et où pouvons-nous la trouver. La silice cristalline est un composant majeur de la croûte terrestre. On la retrouve à l'état naturel. 60% de la croûte terrestre est composée de silice cristalline. Elle peut être à l'état libre et également à l'état silicate. Les formes les plus courantes sont sous la forme de quartz et de cristobalite. Les matières premières, donc les matériaux, nos roches, sont composés de cette silice. Certaines roches sont moyennement siliceuses, c'est le cas des kaolins, des ardoises. Et d'autres matériaux sont fortement siliceux. Par exemple, le granit, le schiste ou le grès sont des composants qui contiennent plus de 50% de silice cristalline.
De par cette présence de silice cristalline dans notre roche, dans notre sous-sol, nous utilisons cette roche pour fabriquer des matériaux de construction. Nous la retrouvons ainsi au niveau du bâtiment et des travaux publics dans un certain nombre de matériaux, aussi bien dans les enrobés, dans le carrelage, du béton, dans les ardoises en couverture ou dans le sable. Voyons maintenant, dans chacune des situations de travail du BTP, quelle activité peut être concernée par ce décret et cet arrêté. Au niveau des carrières, dès lors qu'il y a des activités d'extraction, de forage, de broyage, de concassage de matériaux, mais également de la circulation d'engins ou encore de l'usinage, par exemple, de blocs de granit, nous allons remettre en suspension et nous allons libérer des poussières de silice cristalline. Sur les travaux publics, les activités de découpe, de sciage ou encore de rapotage d'enrobés, la mise en remblai de tranchées et également la circulation des engins sont des phases exposantes aux poussières de silice cristalline. Sur le gros œuvre, les activités de ponçage ou de projection de béton, mais également toutes les découpes de dalles, de briques, de plots sont des phases exposantes aux poussières de silice cristalline. Sur les activités de démolition, les phases de déconstruction des bâtiments, mais également de curage à l'intérieur d'une structure, sont des phases également exposantes à la silice cristalline. Sur le second œuvre, les opérations de percement, de carottage, de rainurage ou de sciage, mais également de découpe, de ponçage, de grattage d'enduit ou de la préparation de l'enduit avec le malaxage, ou encore du sablage, sont des phases exposantes. Et enfin, une phase d'activité qui est commune à l'ensemble des chantiers, la phase de nettoyage de chantier, notamment lorsqu'elle est réalisée au balai ou à la soufflette, va remettre en suspension des poussières qui ont pu être libérées aux différentes activités sur le chantier et sont des phases exposantes aux poussières de silice cristalline. Pour résumer, toutes les situations de travail concernées par cet arrêté sur la silice cristalline vont rassembler tous les procédés utilisant de la silice cristalline libre, donc typiquement lorsqu'on prépare un enduit, mais également dès lors que l'on façonne ou que l'on mélange des matériaux qui contiennent de la silice, comme le béton ou un plan de travail, par exemple, fabriqué à base de granit. Et pour finir, toutes les phases de nettoyage de chantier. Dès lors que les équipements et les outils tournent à une vitesse rapide, on va générer en fait une poussière plus fine. Et cette poussière plus fine va avoir des conséquences pour la santé. Les matériaux qui sont fraîchement fracturés, fraîchement découpés, sciés, etc., vont libérer de la silice cristalline plus réactive et du coup plus nocive pour la santé. Alors, appréhendons à présent les effets sur la santé. Dans un premier temps, effectivement, il n'y a pas de risque au niveau ingestion, il n'y a pas de toxicité non plus sur le plan cutané. Néanmoins, la toxicité est éventuellement pulmonaire. À court terme, que peut-on ressentir? Eh bien, si la poussière se retrouve au niveau des yeux, il peut y avoir une irritation oculaire, voire une irritation dans un premier temps des voies respiratoires. Les problèmes de santé surviennent bien souvent après 30 ans d'exposition. Même si l'exposition a été à des niveaux faibles, mais qu'elle a été répétée tout au long de la carrière. Bien évidemment, il y a aussi cette phase où l'on est dans un effort. L'on fait un effort physique, bien évidemment, la respiration s'accélère et de fait, elle devient plus profonde et peut également permettre de faire pénétrer les particules les plus fines au plus profond du poumon, jusque dans les alvéoles pulmonaires. Il est évident également que la majoration du risque s'opère lorsque les salariés, les compagnons sont fumeurs. Alors,
Qu'est-ce qui se passe au bout de 30 ans? Que peut-on voir apparaître comme pathologie? Dans un premier temps, effectivement, on peut voir apparaître ce que l'on appelle la bronchite chronique obstructive, où là, il s'agit de l'inflammation chronique des bronches, entraînant une toux et un encombrement bronchique qui génère des crachats et une gêne respiratoire, ainsi qu'une mauvaise oxygénation des organes du corps humain. Autre pathologie et qui survient très souvent chez les personnes exposées à la silice cristalline, c'est la silicose. La silicose étant la maladie professionnelle par excellence des personnes du bâtiment, notamment des maçons par exemple, qui est inscrite au tableau numéro 25 des maladies professionnelles. Elle est plus souvent chronique qu'aiguë. Elle nous donne donc une fibrose du poumon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fibrose du poumon? Ça veut dire que toutes les petites parois extrêmement fines que vous avez dans votre poumon vont s'épaissir petit à petit, perdre de leur élasticité. De fait, la personne respire de moins en moins bien et l'organisme est également de moins en moins bien oxygéné. Cette pathologie est évolutive, on n'en guérit pas, et elle continue à évoluer même après la fin de l'exposition aux poussières. Magali vous l'a dit en préambule, la silice cristalline est classée cancérogène. Bien évidemment, le cancer peut alors se loger aussi bien dans le poumon que dans les bronches. On sait également que l'exposition à la silice cristalline peut générer des atteintes auto-immunes, des maladies auto-immunes. Là, on entend une maladie que le corps va fabriquer lui-même. À noter que la plus répandue souvent est la sclérodermie. La sclérodermie étant un épaississement de la peau et de tous les tissus des organes, donc ce qui va occasionner une fibrose. Je ne détaillerai pas outre mesure, bien évidemment, certaines pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, vascularite étant l'inflammation chronique de tous les vaisseaux du corps, l'insuffisance rénale chronique, où là, le rein va cesser de fonctionner petit à petit et va cesser d'exercer sa fonction épuratrice, et également la sarcoïdose. Nous avons dressé un petit tableau assez noir par rapport aux effets sur la santé et l'on voit l'importance en fait de se prémunir par rapport à ce risque, d'autant plus que la silice, comme on a pu le voir tout à l'heure, elle est présente dans nombreux matériaux de construction présents et pour les activités du bâtiment et travaux publics. Je le précisais également, le décret CMR s'applique à ces travaux exposant poussière de silice cristalline et de ce fait, il y a également en fait un certain nombre d'actions à mettre en place pour pouvoir gérer ce risque. Ces actions sont à mettre en place. Il y a 3 étapes en fait pour cela que l'on va découper dans la suite de cette présentation. Cette démarche, elle est progressive, elle est hiérarchisée et bien évidemment, on va réfléchir à une prévention primaire en premier lieu, avec une protection organisationnelle et une évaluation et une hiérarchisation du risque. On va ensuite élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées par rapport à la problématique que l'on rencontre. Et on s'assurera de l'efficacité et de la pérennisation des actions mises en œuvre. Alors, voyons le premier point, comment évaluer et hiérarchiser le risque. Tout d'abord, il est nécessaire de repérer les situations de travail exposantes. Pour cela, vous pouvez aller directement sur les chantiers, connaissez vos activités, vous connaissez votre travail et l'emploi de vos collaborateurs. Donc, d'observer toutes les situations de travail qui peuvent être exposantes, qui peuvent émettre des poussières par rapport aux différentes opérations que l'on a citées tout à l'heure. Ensuite, une fois que vous avez repéré ces situations-là, c'est d'estimer le niveau d'exposition de vos salariés. Ce n'est pas forcément la partie la plus simple, mais il y a quand même un certain nombre de bases de données qui existent maintenant. Vous avez notamment le guide du PRST des Pays de la Loire qui a été élaboré avec les fiches pratiques silice cristalline qui va vous donner des indications sur notamment les activités de travaux publics, de démolition, de taillage de pierres et de bâtiments. Vous allez retrouver des niveaux d'exposition
pour certaines de ces activités. L'OPPBTP a également fait tout un travail sur une vingtaine de situations de travail, à la fois sur du travaux public que sur du bâtiment, où vous allez retrouver un nombre de mesures assez importantes par rapport à ces situations de travail. Enfin, pour d'autres domaines d'activité, et puis également le bâtiment, vous pouvez bien sûr faire référence au rapport de l'ANSES sur la silice, où vous retrouverez un certain nombre de mesures. Vous pouvez également vous appuyer sur des mesurages qui ont déjà été faits dans votre entreprise, donc à partir notamment de pompes type CIP10. À noter que cette valeur d'exposition professionnelle sur 8 heures est à 0,1 mg par mètre cube et c'est une valeur réglementaire contraignante. Cela veut dire que c'est obligatoire de mesurer tous les ans les différents postes de travail qui sont exposés à la silice cristalline. Une fois que vous avez repéré vos situations de travail et estimé les niveaux d'exposition, vous allez pouvoir hiérarchiser ces risques et les consigner dans votre document unique. Cela est important, cela va permettre de définir quelle situation de travail est prioritaire sur lequel vous avez besoin de travailler et vous allez pouvoir établir un plan d'action pour pouvoir corriger ces situations de travail. Voyons maintenant comment élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention au sein de votre entreprise. Nous avons la première étape qui consiste à substituer ou à supprimer le risque. Cette étape-là est une étape obligatoire et à justifier dans votre document unique. Alors pour trouver des substitutions ou des suppressions, j'ai illustré notamment l'exemple d'un procédé moins émissif. Lorsque l'on va passer des câbles ou électriques ou tout simplement de la canalisation en plomberie et on aurait besoin de faire un rainurage sur un mur, on peut très bien utiliser en fait un collage d'une goulotte pour éviter d'avoir à percer un mur en béton. On peut utiliser un décapage chimique plutôt qu'une activité de ponçage manuel. Ce sont des activités, des procédés qui vont être moins émissifs et de ce fait, on ne sera pas exposé à de la poussière de silice cristalline alvéolaire. Lorsque cela est possible, on peut également utiliser des matières premières sans silice ou avec une teneur plus faible. Deuxième étape va être de s'organiser et organiser les chantiers. Tout d'abord par une coordination, c'est-à-dire vraiment prendre en compte avec tous les interlocuteurs et toutes les personnes intervenant sur le chantier, de phaser vos travaux, de gérer la coactivité et de l'acter sur votre PPSPS en intégrant en fait ce risque de silice. On va également avoir une phase de préparation et d'anticipation de chantier qui va être d'autant plus nécessaire. Vous allez prendre en compte directement sur la phase de préparation ce risque d'exposition à la silice. Ça va être notamment par la prise en compte et la mise en place de bases vie utiles pour conserver des règles d'hygiène adaptées par rapport aux travaux. On va pouvoir aussi prévoir un calpinage pour éviter par exemple des reprises qui vont être faites sur chantier plutôt que de les avoir faites dans un atelier. On peut également préparer et anticiper toutes les zones de découpe ou de mélange pour éviter que ce soit sur des zones de circulation ou des zones où il y a un certain nombre de salariés qui sont en passage. Donc, toutes ces phases-là s'anticipent et se préparent et s'organisent au niveau du chantier. Vous devez également limiter au maximum le niveau d'exposition de vos salariés. Donc, ça passe par réduire le nombre de salariés exposés, réduire la durée d'exposition. Vous pouvez restreindre des accès sur certaines parties lorsque des situations de travail sont très exposantes. Par exemple, sur un maçon finisseur, lorsque vous allez avoir ces phases de ponçage du béton, on sait que ce sont des niveaux qui sont assez élevés au niveau de l'exposition. À ce moment-là, c'est d'organiser votre coactivité pour éviter qu'il y ait d'autres salariés qui interviennent en parallèle sur cette phase de travaux. Donc, on peut réduire l'accès avec un balisage ou une signalétique et vous pouvez aussi contraindre un accès avec l'obligation d'un port de protection respiratoire. L'information du risque de silice cristalline est également à faire au niveau de l'accueil des salariés sur un chantier. Voyons maintenant comment on peut mettre en place des mesures collectives. Lorsque cela est possible, on peut faire
On peut utiliser de la robotisation. C'est notamment utilisé souvent en démolition. Cela permet d'avoir en fait un salarié qui va être déporté par rapport au risque. Le robot reste présent dans l'endroit où il y a le plus de poussière de silice cristalline et le salarié sera un peu plus à l'écart et donc moins exposé. On peut utiliser de l'humidification. Alors, directement à la source, asservie à un outil ou une humidification générale. On peut voir sur les images de gauche, notamment, l'arrosage de piste va permettre de rabattre en fait toutes les poussières lors de la circulation des engins. On peut également brumiser de l'eau sur des tas de matériaux pour éviter des envols de poussière avec les prises au vent. On peut utiliser, comme c'est montré sur les images de droite, plus donc de l'humidification ou de la brumisation directement sur l'outil. Donc, ça va être notamment avec des jets d'eau qui peuvent être mis au moment sur les phases de découpage ou de sciage. Et il y a également des systèmes qui existent avec un système de recyclage d'eau, notamment sur les carotteuses, où on peut avoir un système de carotteuse avec humidification et une circulation en circuit fermé de cette eau. Ça a un double avantage, c'est que les consommations d'eau vont forcément être réduites sur ce chantier et on va laisser un chantier qui va être propre à la fin. Ça veut dire qu'on n'aura pas non plus des flaques d'eau avec des poussières et donc un petit peu de boue qui sera présente sur le chantier. On aura quelque chose qui sera propre et on ne sera pas obligé d'aller racler et de nettoyer ce chantier pour éviter les envols de poussière lorsque l'eau sera évaporée. On peut également procéder à de l'aspiration, donc de l'aspiration à la source, notamment sur les ponceuses girafes. On a des systèmes ou d'autres types de matériel. On a des systèmes où on peut directement emboîter finalement un tuyau d'aspirateur sur cet outillage. Et lorsque ce n'est pas possible, il y a également des récupérateurs de poussière qui peuvent se mettre sur les murs avec un système de ventouse. Et lorsque l'on va aller visser, percer ou autre, buriner, on va pouvoir collecter directement les poussières avec ce collecteur qui vont aller les emmener directement dans un aspirateur. Une petite attention sur ces aspirateurs. Sur les poussières de silice cristalline alvéolaire, on va conseiller des aspirateurs de classe H. Ce sont des aspirateurs qui sont normalisés pour avoir une étanchéité sur l'ensemble de l'aspirateur. Donc, on est bien sur un aspirateur qui est de classe H auquel on rajoute des filtres de très haute efficacité avec minimum un filtre de classe H13. L'illustration indique bien que lorsque l'on va mettre un filtre de classe H sur un aspirateur de classe M, on restera sur une classe M. Et cette classe ne pourrait être insuffisante dans certaines situations de travail. Dans aucun cas, on sera à ce moment-là dans un classe H. Il faut vraiment que l'aspirateur et le filtre soient de classe H pour avoir une classification de classe H. Même cas, si on a un aspirateur de classe M avec un filtre L, à ce moment-là, on régresse en fait la classification de l'aspirateur en classe L. Il est possible également d'avoir des incitations financières sur le risque chimique pro équipement pour acquérir ce type d'aspirateur. Du capotage est également possible dans certaines situations, notamment avec la mise en place de jupes anti-dispersion sur des trémies en sortie de concasseur, ou alors tout simplement des goulottes lorsqu'on va faire de la démolition avec un abattage en poussière en pied de collecte de ces gravats. Vous pouvez mettre en place de la ventilation, alors directement sur des engins équipés d'un système de filtration en surpression. Ça permet d'isoler complètement cette cabine d'engin, donc voilà, où on récupère de l'air de l'extérieur qui va être filtré et réintégré dans la cabine en surpression. Dans certaines situations, on peut également utiliser de la ventilation. Alors, en atelier, c'est assez facile à mettre en place de la ventilation, mais c'est également possible sur chantier, sur des phases de curage, par exemple, où on peut complètement confiner un lieu, un chantier, isolé, et à ce moment-là, abattre les poussières et en tout cas réduire le niveau d'exposition en mettant en place une ventilation mécanique. Cela nécessite, sur les ventilations fixes, de prévoir un dossier d'installation avec une notice d'information et puis des consignes d'utilisation.
Enfin, sur les mesures collectives, on peut également choisir l'outillage, les matériaux ou la méthode. Je m'explique, par exemple, sur de l'enduit, sur même du béton prêt à l'emploi, etc. Vous avez maintenant des sacs hydrosolubles qui permettent directement de mettre le sac dans la bétonnière ou dans la machine à l'accès, ce qui évite d'éventrer le sac et de recevoir en fait un amas de poussière lorsque vous faites l'ouverture de ce sac. Vous pouvez avoir des engins qui sont complètement capotés et fermés. Il existe aussi des mèches creuses, par exemple, pour faire des percements. Alors, ça a un double avantage, ça veut dire que vous allez avoir directement une aspiration à la source lorsque vous allez faire votre percement. Et en plus, le trou qui va être fait avec cette perceuse, cette mèche, va être propre. Vous n'aurez pas besoin de souffler dedans pour pouvoir évacuer la poussière, comme on peut le voir assez souvent sur chantier. Mais en fait, le trou sera propre et vous allez pouvoir faire, par exemple, un scellement chimique directement à la suite. On va privilégier notamment l'utilisation, par exemple, de carlettes par rapport à des scies pour éviter d'avoir une action mécanique et libérer des poussières. Enfin, lorsqu'on fait des mélanges d'un produit liquide avec un produit solide, on va conseiller de mettre le produit solide à l'intérieur d'un produit liquide et non l'inverse pour éviter cet amas de poussière au moment du mélange. Sur les phases d'entretien et de nettoyage de chantier, bien évidemment, on va faire en sorte de proscrire le balai et la soufflette pour éviter de remettre en suspension toutes ces poussières qui auraient pu être émises au cours du chantier. On va privilégier de l'aspiration et même sur les routes, on peut le voir également, de l'aspiration combinée avec de l'humidification. Une fois qu'on a élaboré toutes ces mesures de prévention, d'organisationnel, les mesures de prévention collective, on peut encore avoir besoin de protection individuelle pour traiter un risque vraiment résiduel. Donc voilà, c'est vraiment important de raisonner sur une prévention primaire et d'avoir cette EPI, cette protection individuelle qui arrive en dernier recours. Pour se protéger les voies, pour protéger les yeux, etc., il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et les lentilles peuvent être déconseillées sur certaines situations de travail également. Les voies respiratoires sont à protéger avec des filtres à particules de classe P3. Ce sont les plus élevés, on va filtrer plus de 99,95% des poussières, à condition que ce masque soit correctement porté sur le salarié. Il existe différents modèles de masques, des filtres jetables qui seront vraiment pour une utilisation de très courte durée, moins de 15 minutes, et puis des filtres qui peuvent être mis sur des demi-masques filtrants, où là, on va le recommander 1 heure maximum d'utilisation. Au-delà d'1 heure, on va recommander des masques à ventilation assistée ou des demi-masques à ventilation assistée pour avoir un confort au niveau de l'utilisation de ces protections respiratoires. Et moins de coups cardiaques aussi pour les salariés qui utilisent ces protections respiratoires. Un petit tableau et une petite matrice a été élaboré dans le cadre du PRST des Pays de la Loire sur les fiches Action Silice. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce document-là, où il cite les différents niveaux d'exposition et les différentes durées d'exposition pour vous aider à choisir cette protection respiratoire. Lorsque l'on utilise une protection respiratoire qui est réutilisable, il est conseillé de nettoyer avec un petit coup de lingette l'intérieur et l'extérieur de ce masque et surtout de le stocker dans un endroit hermétique au niveau des poussières, donc soit dans une boîte étanche ou dans un sac étanche pour éviter qu'il sature et qu'il soit toujours conservé propre entre les deux utilisations. Enfin, pour avoir une bonne étanchéité entre la peau et cette protection respiratoire, il est recommandé également d'être rasé de près. Les règles d'hygiène s'appliquent aussi, donc avec un bon nettoyage des mains, voire une douche d'hygiène en fin de poste lorsque cela est nécessaire. Les vêtements de travail doivent être également pris en charge et entretenus par l'entreprise et l'employeur pour éviter de ramener ces poussières dans le milieu familial. Enfin, une information et une formation peut être transmise aux différentes personnes qui doivent mettre en place ces mesures organisationnelles, les mesures collectives ou porter des protections individuelles.
Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations, de mesures collectives qui peuvent être peut-être plus adaptées par rapport à vos situations de travail. On n'a pas le temps d'étendre toutes les situations de travail et toutes les mesures qui existent. Des informations sont présentes dans Cartosilis ou les fiches pratiques sur les différentes situations de travail qui ont été étudiées. Vous allez avoir aussi des bonnes pratiques qui sont décrites. Et vous avez le guide de la FFB, le guide de la FNTP et puis également un guide de l'INRS sur les activités de démolition ou encore le guide de NEPSI où vous allez retrouver les bonnes pratiques par rapport aux situations de travail exposantes aux poussières de silice cristalline alvéolaire. Donc, nous avons vu comment repérer les situations de travail concernées par cette poussière. Nous avons vu comment élaborer un plan d'action et des mesures de prévention par rapport à cette problématique. Il est capital de pérenniser et de vérifier l'efficacité dans le temps des mesures qui auront été mises en place. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà nécessaire de contrôler et de surveiller régulièrement tous les systèmes de capotage, de ventilation, vos aspirateurs qui peuvent aussi s'user. On voit assez régulièrement, malheureusement, des tuyaux qui peuvent être percés ou autres. Donc, ça nécessite une maintenance et une surveillance de vos équipements mis en place pour capter toutes ces poussières. Vous pouvez également être amené à mettre en place une procédure en cas de défaillance de ces protections collectives. Vos protections individuelles sont également à surveiller et à contrôler. Avant chaque utilisation, vous devez surveiller le bon état de vos masques respiratoires. Mais il y a également des soupapes à changer qui peuvent durcir, notamment en contact avec ces poussières de silice. Donc, elles sont à changer annuellement. Et vous pouvez également être amené à faire des tests d'étanchéité pour s'assurer de la bonne efficacité de la protection respiratoire par rapport à la morphologie du salarié. Comme j'ai pu déjà le citer, nous sommes sur un cancérogène de catégorie 1, donc cancérogène avéré. Il est nécessaire de réaliser des mesures réglementaires donc annuelles sur ces situations de travail pour s'assurer que vous êtes en dessous des 0,1 mg par mètre cube. Et cette valeur est vraiment un objectif minimal de prévention. Vous devez être le plus bas que techniquement possible au niveau de vos niveaux d'exposition de vos salariés. À noter également que la FNTP est en train d'engager en fait une campagne nationale pour essayer d'analyser et de mesurer différentes situations de travail concernant aux travaux publics. Enfin, il est nécessaire de surveiller médicalement les salariés. Et là, je laisse la place à ma collègue pour vous expliquer tout cela. Alors, dans un premier temps, nous allons considérer la situation des salariés qui sont toujours en activité, donc toujours exposés. Bien évidemment, s'agissant d'un agent cancérigène, mutagène, reprotoxique de catégorie 1A, il revient à l'employeur de déclarer l'exposition lorsqu'il va demander une visite de santé au travail. Cette exposition-là déclenche donc un suivi individuel renforcé de la santé du salarié exposé. Cette personne sera reçue dans les services de santé au travail tous les 2 ans en alternance avec un professionnel de santé, infirmière le plus souvent, puis 2 ans plus tard, reverra le médecin de santé au travail qui réalisera un examen médical d'aptitude. Au cours de ces visites, bien sûr, nous allons estimer le niveau d'exposition lorsque nous questionnons les salariés sur leurs activités, leurs tâches de travail. Nous allons également opérer, si possible, un dépistage de pathologie ou du moins un éventuel retentissement de ces expositions-là sur la santé. Et bien sûr, en dernier lieu, nous allons opérer une information et une sensibilisation de prévention auprès de ce salarié. À la suite de ce temps d'entretien, nous réalisons également des examens particuliers, notamment
une épreuve fonctionnelle respiratoire qui est à réaliser donc aussi bien lors de la visite d'embauche, puis ensuite tous les 2 à 4 ans selon le niveau d'exposition. Une radio pulmonaire peut être également demandée en première intention afin d'avoir un cliché de référence et ensuite tous les 2-4 ans après 10 à 20 ans d'exposition. C'est une radio pulmonaire qui doit être, qui est un cliché particulier dans le sens où il demande une lecture BIT qui est une lecture fine. Sera réalisé également un bilan de la fonction rénale, un bilan sanguin. Nous allons doser la créatinine dans le sang à l'embauche, toujours pour avoir un dosage de référence. Ensuite, après 20 ans d'exposition, tous les 4 ans. Un test tuberculinique peut être également demandé par le service de santé au travail dès lors que le salarié fait partie d'une population à risque, notamment un salarié atteint de silicose, ou alors une population qui est issue d'un pays endémique où circule donc activement la tuberculose et qui serait sur le territoire national depuis moins de 5 ans. Tout cela, bien évidemment, ces examens-là sont issus des nouvelles recommandations émises par la Haute Autorité de Santé et qui ont été mises en place à compter du 1er janvier 2021, dès lors que la silice cristalline alvéolaire a intégré la liste des agents CMR. Lorsque le salarié est toujours en activité mais n'est plus exposé à la poussière de silice cristalline, ce n'est pas pour autant que c'est terminé, le suivi de santé s'arrête. Non, pas du tout. On va continuer bien évidemment à pratiquer des épreuves fonctionnelles respiratoires si besoin, à ne pas oublier non plus que ce n'est pas parce qu'il n'est plus exposé à la silice cristalline qu'il ne continue pas à être exposé à d'autres produits engendrant des retentissements sur la fonction pulmonaire. Donc, une épreuve fonctionnelle respiratoire va être pratiquée si besoin. On va continuer à surveiller également la radio pulmonaire dès lors que la personne a été exposée. Cette radio sera pratiquée tous les 5 ans après 10 à 20 ans d'exposition cumulée. Et une surveillance aussi de la fonction rénale par un bilan sanguin qui sera effectué tous les 5 ans après 20 ans d'exposition. Bien évidemment, en fin de carrière, il s'agit là de faire le bilan de toutes les expositions qui ont été cumulées sur la totalité de la période professionnelle du salarié lors d'une visite médicale avec le médecin de santé au travail. À ce moment-là, bien évidemment, ce dernier pourra donner des conseils concernant le suivi post-professionnel. Alors, suivi post-professionnel, donc là, on avait le cas de salarié en activité ou du salarié qui est parti à la retraite. Ça veut dire que lorsqu'un salarié part de l'entreprise et qu'il a été exposé pendant un certain temps à la poussière de silice cristalline, l'employeur doit lui remettre une attestation d'exposition, donc qui va être remplie par lui-même, bien évidemment, et également par le médecin de santé au travail du service dont il dépend. Des modèles sont disponibles, vous pouvez en trouver certains, comme celui qui est situé sur la diapo à droite, vous pouvez en trouver en ligne. Dès lors que le salarié part à la retraite, il peut également lui demander un suivi post-professionnel à son service de sécurité sociale. Là, c'est le salarié qui va faire lui-même la demande. La demande se fait soit sous papier libre, soit en joignant un certificat médical avec son attestation d'exposition. À noter qu'il faut envoyer l'attestation d'exposition originale. Qu'est-ce que ça donne comme droit derrière? Eh bien, ça donne droit à une prise en charge des consultations et des examens par la sécurité sociale à 100%,
Ces consultations seront alors réalisées par le médecin traitant. Les surveillances auront lieu donc par la suite tous les 5 ans, donc au cours d'un entretien médical. Potentiellement, le médecin sera amené à faire pratiquer à nouveau des épreuves fonctionnelles respiratoires s'il les juge utiles, une radio pulmonaire selon les périodicités évoquées auparavant, et ainsi qu'un dosage de la créatinine au niveau sanguin. En complément de toutes les informations qu'on a pu vous transmettre au cours de ce webinaire, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel vous allez pouvoir récupérer une plaquette plutôt à destination des salariés qui reprendra les grandes lignes de ce webinaire avec notamment les situations de travail exposantes, les effets sur la santé et les mesures de prévention pouvant être mises en place sur vos activités. Le service de santé au travail est là également pour vous accompagner sur une démarche de prévention et pour vous aider à élaborer cette démarche de prévention dans votre entreprise, pour vous conseiller sur l'établissement d'une stratégie d'échantillonnage, pour élaborer un cahier des charges lors de l'achat d'un matériel. On peut également intervenir sur des sensibilisations de vos équipes, bien évidemment dans le maintien dans l'emploi et le suivi et la surveillance de vos salariés. Pour toute demande, le plus simple est de s'adresser directement à votre médecin du travail qui relaiera derrière à un infirmier ou à un préventeur selon votre demande. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, je vais vous inviter à quitter ce webinaire, à quitter le live et vous allez pouvoir le retrouver par la suite sur notre site internet Santé Prévention BTP35 et également sur la plateforme Présence Bretagne. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Au revoir.